Il était 23 heures passées et l'air sentait la lavande séchée et le béton encore chaud après une longue journée d'été. Feynman avait posé sa tasse de café sur le rebord de la fenêtre, il regardait dehors et dans ses yeux se reflétait quelque chose d'immense. Pas la rue, pas les lampadaires. Quelque chose derrière tout ça. Quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais parce qu'ils ont cessé de lever la tête. Et voilà la question qui ne l'a jamais quitté, la question qui brûle encore comme une braise sous la cendre depuis la nuit où il l'a formulée pour la première fois. Et si notre univers entier, avec toutes ces galaxies, ces milliards d'étoiles, ces espèces vivantes, ces guerres, ces amours, ces découvertes et ces extinctions n'étaient qu'une seule feuille parmi une bibliothèque infinie de réalités que nous ne pouvons pas voir, mais qui existent? Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu vas continuer à vivre comme si l'univers était simple, comme si la réalité était une, comme si la physique que tu as apprise à l'école était la totalité de ce qui est. Et c'est exactement là que réside le danger, pas dans l'ignorance ordinaire, mais dans la certitude confortable. Parce que ce que Feynman a compris et ce qu'il a passé sa vie entière à essayer de te faire comprendre, c'est que la vérité sur les univers parallèles n'est pas une hypothèse de science-fiction. C'est une conséquence mathématique dure, froide, inévitable de la mécanique quantique. Et si tu ignores ça, si l'humanité continue à regarder ses pieds au lieu du ciel, nous allons disparaître sans même avoir posé la bonne question. Reste. Parce que dans les prochaines minutes, quelque chose dans ta façon de voir le monde va changer. Et ce changement-là, tu ne pourras plus le défaire. Imagine une nuit claire, loin de la ville. Pas de pollution lumineuse, pas de bruit de moteur. Tu es allongé dans l'herbe, les mains derrière la tête, et tu regardes le ciel. 2000 étoiles visibles à l'œil nu. 2000 points de lumière qui voyagent depuis des centaines, parfois des milliers d'années, pour atteindre ta rétine en cet instant précis. Chacun de ces points est un soleil, souvent plus grand que le nôtre, souvent entouré de planètes. Et toi, tu es là couché dans l'herbe minuscule à la surface d'un grain de sable qui tourne autour d'une étoile ordinaire, dans un bras secondaire d'une galaxie parmi 2000 milliards d'autres galaxies. Feynman adorait ce moment-là, ce vertige. Il disait que ce sentiment, cette sensation physique de petitesse mêlée d'émerveillement, était la seule expérience spirituelle qu'il pouvait se permettre sans trahir la vérité. Parce qu'elle est réelle, elle est fondée sur des données, elle ne nécessite aucune croyance, aucun acte de foi. Il suffit de savoir compter. Puis, voilà, maintenant ferme les yeux une seconde et essaie de visualiser ça. 2000 milliards de galaxies. Chaque galaxie contenant en moyenne 200 milliards d'étoiles. Et chaque étoile, statistiquement, accompagnée d'une ou plusieurs planètes. Les chiffres deviennent absurdes. Ils dépassent l'imagination humaine, non pas parce que nous sommes stupides, mais parce que notre cerveau a évolué pour compter des mammouths et des baies, pas des milliards de soleils. Feynman le savait. Et plutôt que de s'en désoler, il s'en réjouissait. C'est exactement là, disait-il, que commence la vraie physique. Et si tu trouves ça fascinant, si ce vertige cosmique te donne envie d'en savoir plus, rejoins la communauté qui se construit autour de cette chaîne. Abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire en bas de cette vidéo. Dis-nous, est-ce que tu crois aux univers parallèles? Un seul mot suffit, oui ou non. Parce que ta réponse va peut-être changer avant la fin de ce que tu es en train d'écouter. À Vert, où en étions-nous? Le ciel nocturne, le vertige, les 2000 milliards de galaxies. Tout ça est beau, tout ça est stupéfiant. Mais Feynman n'aurait pas passé autant de temps sur la mécanique quantique si la beauté avait suffi. Il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose qui se cache derrière les étoiles que tu vois, derrière l'espace que tu imagines, derrière même la structure de la réalité telle que tu l'aperçois. Et ce quelque chose, c'est la question des univers parallèles. Mais attention, Feynman était un homme rigoureux, pas un mystique, pas un vendeur de rêves. Quand il parlait d'univers parallèles, ce n'était pas pour faire joli dans une conférence. C'était parce que les équations de la physique quantique pointaient dans cette direction avec une insistance que l'on ne pouvait pas ignorer. Et voilà ce qui rend cette histoire différente de toutes les autres. La question n'est pas « peut-il exister d'autres univers ?» La vraie question est « pourquoi la physique semble-t-elle exiger leur existence ?» Laisse-moi te raconter quelque chose.
Une collègue de Feynman, une physicienne brillante du nom de Sarah Chen, lui avait dit un jour lors d'un séminaire à Caltech, les yeux brillants de frustration, Richard, les équations de la mécanique quantique sont belles, mais leur interprétation me terrifie. Et Feynman lui avait répondu, en souriant de ce sourire qu'il avait, ce sourire de quelqu'un qui sait que la terreur est souvent le signe qu'on approche de la vérité. Bonne nouvelle, Sarah. Ça veut dire que tu les as vraiment comprises. Parce que c'est ça le problème. La mécanique quantique est la théorie la plus précisément vérifiée de toute l'histoire des sciences. Pas une théorie approximative, pas une bonne approximation. La théorie la plus précise que l'humanité ait jamais produite. Ces prédictions correspondent aux expériences avec une exactitude telle que si tu voulais mesurer la distance entre Paris et New York avec la même précision, tu aurais une marge d'erreur inférieure à l'épaisseur d'un cheveu humain. C'est ça la mécanique quantique. Et pourtant, cette même théorie, quand on la lit honnêtement, quand on ne lui demande pas de se taire sur les parties gênantes, cette théorie dit quelque chose que la plupart des physiciens préfèrent ne pas prononcer. Trop fort. Elle dit que la réalité se multiplie. Espera. Parce que là, on entre dans le vif du sujet, et il faut qu'on le fasse correctement. Sinon, on va se perdre. Feynman détestait ça, se perdre dans l'abstraction sans avoir d'abord posé les bases concrètes. Alors voilà la base concrète. Imagine que tu lances une pièce de monnaie pile ou face. Avant qu'elle retombe, elle est dans une superposition. Elle est dans les deux états à la fois. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une façon de parler. C'est littéralement ce que la mécanique quantique décrit. L'électron, le photon, la particule subatomique, ils n'ont pas d'état défini avant d'être observés. Ils existent dans une superposition d'états possibles, comme une note de musique qui serait simultanément grave et aiguë, jusqu'au moment où quelqu'un écoute. Et là arrive la question qui a divisé les physiciens pendant un siècle entier. Que se passe-t-il au moment de l'observation? Que se passe-t-il quand la pièce retombe? Qu'est-ce qui choisit pile plutôt que face? L'interprétation classique, celle de Copenhague, celle qu'on enseigne dans les manuels scolaires, dit que la fonction d'onde s'effondre. Elle choisit, l'un des états devient réel, l'autre disparaît. Simple, propre. Et pour Feynman, profondément insatisfaisante. Parce qu'il y a une autre réponse. Une réponse que Feynman a non seulement considérée sérieusement, mais qu'il a intégrée dans sa propre vision de la physique. Une réponse formulée par Hugh Everett en 1957, un jeune doctorant à Princeton dont la thèse a failli être enterrée par l'établissement scientifique de l'époque. Everett disait « Et si rien ne disparaissait? Et si, au lieu de choisir, l'univers se dédoublait? L'un des toits voit pile, l'autre, dans une branche séparée de la réalité, voit face. Et les deux toits continuent à exister dans deux univers qui ne peuvent plus se voir, mais qui sont tous les deux parfaitement réels. Bueno, voilà, c'est l'interprétation des mondes multiples. Et avant que tu te dises que ça ressemble à de la science-fiction, laisse-moi te dire ce que Feynman a compris et ce que beaucoup refusent encore d'admettre. Cette interprétation n'ajoute rien aux équations. Elle ne les modifie pas. Elle ne leur demande rien d'extra. Elle dit simplement « Prenons les équations au sérieux. Toutes les équations, sans en effacer les parties qui nous mettent mal à l'aise. » Et c'est là que ça devient vertigineux. Si on prend les équations de la mécanique quantique au sérieux, sans les tronquer, sans leur demander de se calmer, alors à chaque instant, à chaque interaction quantique dans l'univers, et il s'en produit des quantités. Incalculable chaque seconde, à chaque instant l'univers se ramifie. Il se multiplie. Il se déploie en une arborescence infinie de réalités parallèles, tout aussi réelles les unes que les autres, toutes habitées par des versions de toi, de moi, de tout ce qui a jamais existé, vivant des histoires légèrement ou radicalement différentes. Déjà me pensar un momento. Est-ce que ça te fait peur? Ça devrait. Pas parce que c'est dangereux, parce que ça change tout. Ça change ce que tu es. Ça change ce que signifie prendre une décision. Ça change ce que signifie exister. Et si ça te fait peur, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es en train de vraiment comprendre. Et pourtant, et c'est là que Feynman se démarquait de tous les autres, cette peur ne doit pas nous paralyser. Elle doit nous propulser, parce que maintenant vient la partie qui te concerne directement. Qui concerne l'avenir de ta vie, de tes enfants, de l'espèce entière. Nous vivons sur un point bleu pâle.
une expression de Carl Sagan que Feynman aurait signée des deux mains. Un grain de poussière dans un rayon de lumière solaire. Et ce grain de poussière est la seule demeure que l'humanité ait jamais connue. Toutes nos guerres ont eu lieu ici, toutes nos amours, tous nos dieux, toutes nos civilisations, tout. Et ce point est fragile d'une manière que la plupart des gens refusent de regarder en face. Il y a environ 66 millions d'années, un rocher de 10 km de diamètre a heurté la Terre à une vitesse d'environ 20 km par seconde. L'impact a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires. En quelques heures, les 3/4 des espèces vivantes sur Terre ont commencé à mourir. Les dinosaures n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, il n'y avait pas de physique à comprendre, pas de télescope pour voir venir le rocher, pas de fusée pour fuir. Nous avons la physique. Nous avons les télescopes, nous avons les fusées, ou du moins les prémices des fusées. Mais est-ce que nous faisons vraiment ce qu'il faut? Est-ce que nous traitons cette menace avec le sérieux qu'elle mérite? La réponse honnête est non. Et voilà où la question des univers parallèles cesse d'être une abstraction philosophique pour devenir une urgence existentielle. Parce que si Feynman avait raison, si la physique quantique a raison, si les mondes multiples sont réels, alors il existe quelque part une branche de la réalité où l'humanité a fait les bons choix. Une branche où nous avons investi massivement dans l'exploration spatiale. Une branche où nous avons trouvé la vie extraterrestre. Une branche où nous sommes devenus une civilisation multiplanétaire avant qu'il soit trop tard. La question est, dans quelle branche sommes-nous en train de vivre et surtout, quelle branche allons-nous créer? Parce que c'est ça, le vrai enseignement de Feynman sur les univers parallèles. Ce n'est pas une invitation à la passivité. Ce n'est pas un confort existentiel du type « Ne t'inquiète pas, dans un autre univers, tout va bien ». C'est exactement l'inverse. Dans cet univers-ci, dans cette branche-ci de la réalité, les choix que nous faisons maintenant, les investissements, les curiosités, les vocations scientifiques que nous encourageons ou que nous étouffons, ces choix déterminent quelle version de l'humanité va survivre. Mais claro, on n'en est pas encore là dans l'histoire, parce que pour comprendre vraiment pourquoi les univers parallèles changent tout, il faut d'abord comprendre comment Feynman en est arrivé là. Et pour ça, il faut parler de quelque chose de magnifique et de légèrement bizarre, l'intégrale de chemin. Avers, imagine que tu envoies une balle de tennis d'un point A à un point B. En physique classique, la balle emprunte un seul chemin, le chemin le plus court, le chemin dicté par les lois de Newton. Simple, prévisible, rassurant. Mais un électron, lui, ne se comporte pas comme une balle de tennis. Un électron, quand il va d'un point A à un point B, n'emprunte pas un seul chemin. Il emprunte tous les chemins en même temps. Il passe simultanément par la droite, par la gauche, par-dessus, par-dessous, par un détour par la Lune, s'il le faut, par une trajectoire qui fait un crochet par le siècle dernier. Tous les chemins possibles, simultanément, avec des amplitudes de probabilité différentes. Feynman a formalisé cette idée dans ce qu'on appelle l'intégrale de chemin ou l'intégrale de Feynman. Et c'est un outil mathématique d'une puissance extraordinaire, parce qu'il dit, pour prédire le comportement d'une particule, on doit additionner toutes les histoires possibles de cette particule, toutes, même les plus folles, même celles qui violent intuitivement le bon sens. Et quand tu penses à ça sérieusement, quand tu laisses cette idée s'installer, tu commences à voir pourquoi l'interprétation des mondes multiples n'est pas une fantaisie. Elle est la conséquence naturelle d'une physique qui dit « tout ce qui peut se passe, quelque part, d'une façon ou d'une autre ». Un étudiant de Feynman, un jeune homme qui avait l'habitude de mâcher son crayon pendant les cours à Caltech, lui avait demandé un soir, après une conférence, avec cette innocence courageuse qui caractérise les bons étudiants. « Professeur, est-ce que ça veut dire que dans un autre univers, je suis en train de réussir mon examen de quantique ?» Et Feynman avait ri, de ce rire franc et bruyant qui faisait vibrer les murs. Puis il avait dit, après une pause, « Dans un autre univers, tu n'as peut-être pas eu besoin de le passer. » Et c'est ça l'humour de Feynman. Il n'est jamais gratuit, il porte toujours une vérité à l'intérieur. Parce que dans le cadre des mondes multiples, effectivement, tous les résultats se produisent. Toutes les branches existent. Et la question qui hante les physiciens, la question qui devrait hanter tout être humain un minimum conscient de son existence, c'est celle-ci.
qu'est-ce que ça fait de n'être que l'une de ces branches? Mais revenons au vertige, parce qu'il y en a un autre qui arrive, et celui-là est encore plus profond. Voilà. Si les univers parallèles existent au sens de l'interprétation des mondes multiples, s'ils sont une conséquence réelle de la mécanique quantique, alors il y a une question encore plus troublante qui se pose. Y a-t-il d'autres types d'univers parallèles? Des univers qui ne seraient pas des branches quantiques de notre réalité, mais des réalités complètement séparées, avec des lois de la physique différentes des nôtres. Et là, on entre dans un territoire que même Feynman abordait avec une prudence mêlée d'excitation, comme quelqu'un qui marche sur une glace qui commence à craquer, mais qui veut quand même voir ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que la physique moderne suggère non pas un type d'univers parallèle, mais plusieurs. Il y a d'abord ce qu'on appelle le multivers de niveau 1. L'idée la plus simple, la plus prosaïque presque, et pourtant la plus stupéfiante. Si l'univers observable, ce bulle de 140 milliards d'années-lumière de diamètre que nous pouvons en principe observer, si cet univers observable n'est qu'une région d'un espace beaucoup plus grand, potentiellement infini, alors statistiquement, loin au-delà de notre horizon cosmique, il doit exister d'autres régions où la matière s'est arrangée différemment, où les planètes sont à d'autres endroits, où l'évolution a suivi d'autres chemins. Et si l'espace est vraiment infini, alors nécessairement, quelque part infiniment loin, il existe une région identique à la nôtre, atome par atome, un double parfait de cette pièce, de cette voix, de toi en train d'écouter ça. Ça commence à faire beaucoup, mais il y a aussi le multivers inflationnaire. L'inflation cosmique, cette expansion extraordinairement rapide de l'univers dans ses premières fractions de seconde, est l'une des théories les mieux soutenues de la cosmologie moderne. Et les équations de l'inflation ont une propriété étrange, elles ne s'arrêtent pas proprement. L'inflation dans certaines régions peut continuer indéfiniment, créant une sorte de mousse cosmique perpétuelle dans laquelle des bulles se forment continuellement, chaque bulle devenant un univers à part entière, avec potentiellement ses propres constantes physiques, sa propre valeur de la charge de l'électron, sa propre constante gravitationnelle. Un vaste paysage de réalités séparées, chacune avec ses propres règles, dont la plupart seraient probablement hostiles à toute forme de vie complexe. Et puis il y a les cordes. La théorie des cordes, qui est encore plus audacieuse, suggère que les particules élémentaires ne sont pas des points dans l'espace, mais des boucles ou des filaments d'énergie qui vibrent dans un espace à 10 ou 11 dimensions. Et dans ce cadre, des univers entiers pourraient exister sur des membranes parallèles, séparés de la nôtre par une distance infinitésimale dans une dimension que nous ne pouvons pas percevoir. Pas à des milliards d'années-lumière, juste là, à quelques millimètres dans une direction vers laquelle nos sens sont aveugles. Feynman était sceptique sur la théorie des cordes, il faut le dire. Il avait ce critère qu'il appelait le critère de la honte. Si une théorie ne prédit rien de testable, si elle peut s'adapter à n'importe quel résultat expérimental, alors ce n'est pas de la physique, c'est de la philosophie habillée en équations. Et la théorie des cordes, à son époque, souffrait de ce problème. Elle souffre encore, en partie, de ce problème aujourd'hui. Mais ce que Feynman ne refusait jamais, c'était la question. Jamais. Il disait toujours, la différence entre la science et la religion, ce n'est pas que la science a les réponses et la religion non. La différence, c'est que la science est à l'aise avec l'incertitude. La science peut dire « je ne sais pas » et trouver ça beau. Alors voilà la question à laquelle on revient, la question qui était là depuis le début, la question qui flottait dans l'air chaud de cette nuit d'été, avec l'odeur de lavande et de béton. Pourquoi est-ce que tout ça nous concerne ? Pourquoi est-ce que la question des univers parallèles n'est pas juste une curiosité intellectuelle pour physiciens en mal de sensations fortes? Parce que nous sommes en train de disparaître, lentement, puis d'un coup. Comme toutes les espèces avant nous. Déjà me pensar un momento, il y a eu 5 grandes extinctions de masse sur Terre. 5. La dernière, il y a 66 millions d'années, a effacé les 3/4 de toutes les espèces vivantes. La précédente, il y a 252 millions d'années, la grande extinction permienne, a effacé 96% de toutes les espèces marines et 70% des espèces terrestres. 96%, la vie sur Terre a failli ne pas survivre. Elle s'en est sortie par une marge terrifiante.
Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous construisons des théories sur les univers parallèles, c'est bien. Nous regardons le ciel avec des télescopes, c'est magnifique. Mais est-ce que nous agissons avec l'urgence que la situation demande? Est-ce que nous traitons l'exploration spatiale comme la priorité absolue de notre civilisation, la seule assurance vie réelle que nous ayons contre l'extinction? Feynman avait une façon de poser les problèmes qui coupaient droit à l'os, sans anesthésie. Il aurait dit quelque chose comme « Le problème avec l'humanité, ce n'est pas qu'elle manque d'intelligence. C'est qu'elle manque d'urgence. Nous savons que nous sommes mortels en tant qu'individus et nous nous y faisons. Nous refusons de savoir que nous sommes mortels en tant qu'espèce. » Et voilà où le silence de l'univers devient le bruit le plus assourdissant qui soit. La paradoxe de Fermi, tu en as peut-être entendu parler. Enrico Fermi, un jour de 1950, mangeait avec des collègues au laboratoire national de Los Alamos, quand, au milieu d'une conversation sur la probabilité de l'existence de civilisations extraterrestres, il a posé la question la plus simple et la plus terrifiante de la cosmologie. Mais alors, où sont-ils? Parce que voilà le problème. La galaxie a environ 13 milliards d'années. La Terre, elle, a 4 milliards et demi d'années. Il y a des milliards d'étoiles dans la Voie lactée plus vieille que notre Soleil, certaines de plusieurs milliards d'années. Si la vie se développe aussi facilement qu'on le pense parfois, si l'intelligence émerge naturellement de la complexité, alors certaines de ces civilisations auraient eu des milliards d'années d'avance sur nous. Des milliards d'années. Une civilisation qui aurait même un seul million d'années d'avance sur nous aurait eu le temps de coloniser toute la galaxie plusieurs fois. Et pourtant, silence, pas un signal, pas une trace, pas un bonjour cosmique. Où sont-ils? Les réponses possibles sont toutes troublantes à leur manière. Peut-être que la vie intelligente est beaucoup plus rare qu'on ne le pense. Peut-être que l'étape difficile, l'étape qui filtre, est devant nous et non derrière nous. Peut-être que toutes les civilisations technologiques se détruisent avant d'atteindre les étoiles, victimes de leur propre ingéniosité, de leurs propres bombes, de leur propre incapacité à coopérer à grande échelle. Peut-être que nous sommes les prochains sur cette liste. Ou peut-être, et c'est l'hypothèse que les univers parallèles rendent plus plausible encore, peut-être que l'univers est si vaste, si multiplié dans ses branches et ses réalités, que même des civilisations existantes ne peuvent jamais se toucher, jamais s'entendre, séparées, non pas seulement par des distances astronomiques, mais par des barrières plus profondes, des barrières entre les branches même de la réalité. Et dans cette hypothèse, la solitude cosmique n'est pas un mystère à résoudre, elle est une propriété fondamentale de l'existence, ce qui la rend encore plus urgente de combattre. Parce que si nous sommes seuls dans cette branche de la réalité, si notre version de l'humanité est la seule conscience capable de regarder l'univers et de se demander pourquoi, alors notre extinction n'est pas simplement une tragédie humaine. C'est une extinction cosmique, un regard qui s'éteint, un univers qui cesse de se voir lui-même. Feynman, là-dessus, était d'une clarté brutale. Un jour, lors d'une conférence à l'université Cornell, un étudiant lui avait demandé si la physique lui donnait le sentiment que la vie avait un sens. Et Feynman avait répondu, après un silence qui avait duré assez longtemps pour mettre tout le monde mal à l'aise. « Je ne sais pas si la vie a un sens au sens où vous l'entendez, mais je sais qu'elle a une valeur. » Et cette valeur, c'est précisément qu'elle se pose la question. Et c'est là qu'on revient aux univers parallèles avec une perspective complètement différente. Parce que si les mondes multiples sont réels, si la physique de Feynman est juste, alors quelque part dans l'arborescence infinie des réalités, il existe une branche dans laquelle l'humanité a survécu. Une branche dans laquelle nous avons fait les bons choix, une branche dans laquelle nous avons développé les technologies nécessaires pour quitter ce point bleu pâle et nous répandre dans les étoiles. Et la seule façon d'être dans cette branche, c'est de la créer. Mais Claro, on ne crée pas une branche de la réalité par des vœux pieux. On la crée par de la physique, par de l'ingénierie, par de la science. Alors parlons de ce que nous savons, de ce que nous faisons, de ce que nous pouvons faire. Parce que les outils existent, les idées existent, et certaines d'entre elles sont directement nées de la pensée de Feynman. Premièrement, la propulsion. Pour aller dans les étoiles, il faut des propulseurs. Les fusées chimiques, celles que nous utilisons aujourd'hui, sont extraordinairement inefficaces.
Elles brûlent de l'hydrogène et de l'oxygène pour produire de la poussée, comme un feu d'artifice géant. Elles nous ont permis d'aller sur la Lune, ce qui est magnifique, mais pour atteindre Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, à 4 années-lumière de distance, avec les fusées actuelles, il faudrait environ 70 000 ans. 70 000 ans, c'est le temps qu'il nous a fallu pour passer du premier homme de Cro-Magnon à aujourd'hui. Ce n'est pas une option. Les alternatives sont réelles et elles avancent. La propulsion ionique déjà utilisée dans certaines sondes spatiales est 10 fois plus efficace que les fusées chimiques. La propulsion nucléaire thermique, qui utilise un réacteur nucléaire pour chauffer un propulseur, pourrait réduire le temps de voyage vers Mars à quelques semaines. La propulsion par fusion nucléaire, encore en développement, pourrait un jour nous permettre d'atteindre des vitesses représentant quelques pourcents de la vitesse de la lumière, ce qui réduirait le voyage vers Proxima, du Centaure à quelques décennies. Et puis il y a les idées encore plus audacieuses. Le projet Breakthrough Starshot, qui propose d'envoyer des nanosondes à 20% de la vitesse de la lumière en les propulsant avec des lasers depuis la Terre. Feynman aurait adoré Breakthrough Starshot. Il aurait adoré l'audace de l'idée. Il aurait aussi immédiatement commencé à lister les problèmes à résoudre, les rayons cosmiques, la dégradation des matériaux, la communication sur des distances de 4 années-lumière, parce que c'est ça la vraie science. On ne part pas d'une idée pour l'admirer. On part d'une idée pour la tester. Mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental que les propulseurs. Il y a la question de la vie elle-même dans l'espace. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans l'espace. C'est une évidence. Notre corps a évolué sous une gravité précise, avec une pression atmosphérique précise, exposé à un spectre solaire précis, nourri par un écosystème d'une complexité vertigineuse. L'espace, c'est le vide, le froid, les radiations, l'apesanteur qui fait fondre les os et dégénérer les muscles. Chaque jour dans l'espace est une agression contre notre biologie. Mais là encore, la physique, la biologie, la technologie convergent vers des solutions. Les centrifugeuses artificielles pour simuler la gravité, les blindages contre les radiations. La biologie synthétique pour produire de la nourriture dans des conditions extrêmes. Et peut-être un jour, la modification génétique pour rendre notre corps plus robuste aux environnements spatiaux. Ce sont des questions que Feynman aurait adoré poser. Pas parce qu'elles sont faciles, parce qu'elles sont nécessaires. Et puis il y a la terraformation. L'idée de modifier l'environnement d'une planète pour la rendre habitable par des êtres humains. Mars est la candidate la plus évidente. Sa journée dure 24 heures et 37 minutes, presque comme la nôtre. Elle a de l'eau gelée dans ses pôles. Elle a une atmosphère, certes ténue et irrespirable, mais une atmosphère. Avec suffisamment de temps, d'énergie et de créativité scientifique, il est théoriquement possible de réchauffer Mars, d'épaissir son atmosphère, d'y faire couler de l'eau liquide, pas en 10 ans, peut-être pas en 100 ans, mais en quelques milliers d'années, ce qui à l'échelle cosmique est un clin d'œil. Et voilà pourquoi Feynman insistait sur le long terme. Il disait « les scientifiques travaillent pour l'avenir ». Pas pour la prochaine élection, pas pour le prochain trimestre financier, pour les générations qui n'ont pas encore de voix pour demander. Mais il y a une autre question, peut-être la plus profonde de toutes, qui relie les univers parallèles à l'exploration spatiale d'une façon que peu de gens ont osé formuler. Et voici où on revient au mystère qui était là depuis le début, le mystère que j'avais promis de ne pas lâcher. Si les univers parallèles sont réels au sens de la mécanique quantique, si chaque décision crée des branches, si chaque interaction quantique multiplie les réalités, alors la question qui se pose est celle-ci. Est-ce que les lois de la physique qui permettent les univers parallèles sont les mêmes qui permettent la vie? Est-ce que la vie intelligente, la conscience, la capacité de regarder l'univers et de se demander pourquoi, est-ce que tout ça est une conséquence de la même physique qui permet la ramification des réalités? Et si c'est le cas, si la conscience est une propriété fondamentale de la physique quantique, si l'effondrement de la fonction d'onde et l'émergence de la conscience sont liés d'une façon que nous ne comprenons pas encore, alors notre survie en tant qu'espèce consciente n'est pas seulement une préoccupation biologique. C'est une préoccupation cosmique. C'est la préoccupation de l'univers qui essaie de se comprendre lui-même. Feynman ne serait peut-être pas allé aussi loin dans cette formulation.
Il aurait levé un sourcil. Il aurait demandé les preuves, mais il aurait aussi reconnu la beauté de la question. Et il aurait dit ce qu'il disait toujours. Une bonne question vaut mieux qu'une mauvaise réponse. Alors voilà la bonne question. Si nous disparaissons, si l'humanité s'éteint, est-ce que quelque chose de fondamental dans l'univers disparaît avec nous? Est-ce que l'univers perd quelque chose qu'il ne peut pas remplacer? La réponse honnête est que nous ne savons pas. Peut-être que des centaines d'autres espèces conscientes existent ailleurs, dans d'autres coins de la galaxie, dans d'autres branches de la réalité. Peut-être que notre extinction ne serait qu'un détail dans la comptabilité cosmique. Peut-être, mais peut-être pas. Et c'est sur ce peut-être que repose toute l'urgence. Parce que si nous sommes rares, si les êtres conscients capables de faire de la physique quantique, capables de formuler la question des univers parallèles, capables de construire des télescopes et des accélérateurs de particules et des sondes interstellaires, si ces êtres sont extraordinairement rares dans l'univers, alors notre perte est une catastrophe d'une ampleur que nos mots ne peuvent pas vraiment contenir. Feynman le savait, c'est pour ça qu'il enseignait avec cette intensité. C'est pour ça qu'il répondait aux lettres des enfants qui lui posaient des questions sur la physique. C'est pour ça qu'il passait des heures à trouver la meilleure façon d'expliquer un concept difficile à quelqu'un qui n'avait pas de formation scientifique. Parce qu'il comprenait que chaque esprit qui s'éveille à la science est une victoire contre l'obscurité. Et chaque esprit qui reste dans l'ignorance est une branche de la réalité qui ne se réalisera jamais. Alors voilà ce que Feynman nous a vraiment laissé sur les univers parallèles. Pas seulement une théorie, pas seulement des équations, même si les équations sont là, solides, précises, testées. Ce qu'il nous a laissé, c'est une façon de voir, une façon de comprendre que la réalité est plus riche, plus profonde, plus étrange que tout ce que notre intuition nous suggère. Et que cette étrangeté n'est pas une raison de reculer, c'est une invitation à avancer. Il existe quelque chose que Feynman appelait le plaisir de trouver les choses, the pleasure of finding things out. Et ce plaisir, il ne le réservait pas aux professionnels. Il ne le réservait pas aux physiciens de Caltech ou aux lauréats du prix Nobel. Il le réclamait pour tout le monde, pour toi, pour n'importe qui avec une question et la patience d'essayer d'y répondre. Et là maintenant, dans ce moment particulier de l'histoire de l'humanité, ce plaisir est aussi une responsabilité. Parce que les questions que nous posons, les curiosités que nous cultivons, les jeunes esprits que nous encourageons vers les sciences, tout ça n'est pas anodin. Tout ça façonne quelle branche de la réalité nous allons habiter. Quelle version de l'humanité va exister dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans? Espera, je veux te raconter quelque chose d'autre. Quelque chose de concret. En 1986, Feynman faisait partie de la commission présidentielle chargée d'enquêter sur la catastrophe de la navette spatiale Challenger. 7 astronautes étaient morts, une nation était en deuil, et la NASA cherchait des explications techniques qui ne remettraient pas en cause ses procédures fondamentales. Feynman, lui, a pris un morceau de joint torique, le petit anneau de caoutchouc dont la défaillance avait causé l'explosion. Il l'a plongé dans un verre d'eau glacée lors d'une audition télévisée et il a montré que le matériau devenait rigide et cassant à basse température. En 30 secondes, devant les caméras du monde entier. La cause de la catastrophe, expliquée simplement, clairement, sans jargon, sans complaisance. Il avait dit ensuite dans son rapport indépendant: pour qu'une technologie réussisse, la réalité doit primer sur les relations publiques, car la nature ne peut pas être trompée. La nature ne peut pas être trompée. Retiens cette phrase, parce qu'elle s'applique aussi aux univers parallèles, elle s'applique à l'exploration spatiale. Elle s'applique à toutes les fois où nous nous racontons des histoires rassurantes sur notre invulnérabilité, sur le temps que nous avons, sur la certitude que quelqu'un d'autre réglera les problèmes. La nature ne peut pas être trompée. Et si nous choisissons l'inaction, si nous choisissons le confort de la certitude sur le vertige de la question, la nature ne nous accordera aucune extension, aucun report d'échéance, aucune deuxième chance dans cette branche-ci de la réalité. Mais voilà ce que Feynman nous laisse aussi, et c'est peut-être le cadeau le plus précieux, la raison pour laquelle sa façon de penser les univers parallèles est différente de toutes les autres. Il nous laisse la conviction que nous pouvons comprendre, vraiment comprendre, pas vaguement, pas approximativement, vraiment. L'univers est compréhensible,
C'est sa caractéristique la plus stupéfiante et la plus sous-estimée, pas parce qu'il est simple. Il est vertigineusement complexe. Mais parce que les règles qui le gouvernent, aussi profondes qu'elles soient, aussi contre-intuitives qu'elles paraissent, ces règles sont accessibles à un cerveau humain qui prend le temps de les apprendre. Et ça, c'est un miracle au sens laïque du terme, quelque chose d'extraordinaire et d'inattendu. Le fait que les mathématiques que nous inventons dans notre tête correspondent à la structure profonde de la réalité. Le fait qu'un singe à peine descendu des arbres puisse, en quelques millénaires de tâtonnements brillants, comprendre pourquoi l'univers se ramifie en mondes multiples. Feynman pleurait parfois devant ça. Pas ostensiblement, mais ses proches le savaient. Il y avait des moments où la beauté d'une équation, la perfection d'une démonstration, le faisait s'arrêter et rester silencieux quelques secondes. Pas de tristesse, d'émerveillement brut, et c'est cet émerveillement qu'il voulait transmettre. Pas les formules, pas les diplômes, l'émerveillement. La sensation physique que quelque chose d'immense et de précis se cache derrière l'apparence des choses et que nous avons les outils pour le trouver. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de la mécanique quantique et des univers parallèles et de la paradoxe de Fermi et des astéroïdes et de la fin du Soleil et de la brièveté vertigineuse de notre existence cosmique? On fait ce que Feynman a fait toute sa vie. On pose la question suivante, parce qu'il n'y a pas de réponse finale. Il n'y a que des questions qui ouvrent sur d'autres questions. Et chaque question honnêtement posée est une lumière de plus dans l'obscurité, une conscience de plus qui regarde l'univers et refuse de regarder ailleurs. Puis, voilà où nous en sommes. Nous vivons à un moment extraordinaire. Un moment où, pour la première fois dans l'histoire de la vie sur Terre, une espèce a développé la capacité de comprendre sa propre vulnérabilité cosmique et d'y faire quelque chose. Nous savons que les astéroïdes existent et que certains croisent notre route. Nous savons que notre Soleil va mourir dans environ 5 milliards d'années. Nous savons que la Voie lactée va entrer en collision avec la galaxie d'Andromède dans environ 4 milliards d'années. Nous savons tout ça. Et nous avons les mathématiques, la physique, l'ingénierie pour commencer à répondre. Ce que nous n'avons pas encore, c'est la volonté collective. La conviction partagée que l'exploration spatiale n'est pas un luxe de pays riches, mais la priorité absolue de l'espèce entière. La conviction que chaque euro, chaque dollar, chaque heure investie dans la science fondamentale, dans la propulsion spatiale, dans la recherche de vie extraterrestre est un investissement dans la seule assurance vie, qui vaille vraiment quelque chose. Et pour construire cette conviction, on a besoin de ce que Feynman a passé sa vie à cultiver, la curiosité, le refus de se contenter de réponses confortables. La volonté de regarder en face les chiffres qui font peur, les équations qui dérangent, les questions qui n'ont pas encore de réponse. Il y a quelques années, lors d'un symposium sur la cosmologie à Paris, une chercheuse spécialisée dans la détection des exoplanètes, la docteure Amara Nwosu, avait dit à ses étudiants, juste avant de commencer sa présentation sur les atmosphères planétaires, « Cherchez les planètes que vous ne trouverez pas ». Parce que ce que vous ne trouvez pas vous dit quelque chose sur ce qui est possible. Et Feynman aurait dit la même chose. L'absence de preuve est aussi une information. Le silence de l'univers est aussi un message. Il faut juste avoir le courage de l'écouter. Et voilà peut-être la réponse à la question que j'avais posée au début. Cette question sur ce que Feynman avait vu dans le ciel cette nuit d'été, cette chose immense qui n'était pas la rue et pas les lampadaires. Ce qu'il voyait, c'était la structure cachée sous les apparences. Les ramifications de la réalité que les équations révèlent, mais que les yeux ne peuvent pas voir. Les milliards de branches dans lesquelles d'autres versions de nous vivent d'autres histoires. Et au-dessus de tout ça, comme une toile tendue entre les étoiles, la possibilité. La possibilité que nous choisissions la bonne branche, que nous choisissions la curiosité plutôt que la peur. La question plutôt que la certitude. L'espace plutôt que le confort. Parce que dans cette branche-ci de la réalité, celle que nous habitons maintenant, toi et moi en ce moment, il est encore temps. Les fusées existent. Les télescopes existent, les physiciens existent, les questions existent. Et tu existes,
Toi, avec ta capacité à te demander pourquoi, avec ton vertige devant le ciel nocturne, avec cette sensation que quelque chose d'immense se cache derrière les apparences. Feynman est mort en 1988 d'un cancer des reins. Il avait 69 ans. Ses derniers mots, selon ses proches, étaient « Je ne veux pas mourir deux fois. C'est si ennuyeux ». Et dans cette phrase, il y a tout Feynman. L'humour, la légèreté devant l'immensité. Et la conviction profonde que même la mort, même la fin, est une information sur la nature des choses et que l'ennui est la seule chose vraiment intolérable. Ne sois pas ennuyeux. Ne te contente pas des réponses qu'on t'a données. Ne ferme pas les yeux devant le ciel. Parce que là-haut, dans l'obscurité entre les étoiles, dans le silence de l'univers qui n'a pas encore répondu à nos signaux, dans les équations qui semblent exiger l'existence de réalités que nous ne pouvons pas voir, là-haut se trouve quelque chose qui t'attend. Pas une réponse, une question encore meilleure. Et cette question-là, si tu as le courage de la poser vraiment, elle ne te quittera plus jamais. Elle changera la façon dont tu regardes le ciel. Elle changera la façon dont tu penses à ta vie, à tes choix, à ce que tu transmets aux gens qui viennent après toi. Elle changera la branche de la réalité que tu es en train de créer. Alors, la prochaine fois que tu seras dehors, une nuit claire, loin de la ville, allongé dans l'herbe ou simplement debout à regarder vers le haut, prends le temps de rester là. 1 minute, 2 minutes. Laisse le vertige venir. Laisse les chiffres s'installer. 2000 milliards de galaxies, des milliards de soleils, des planètes innombrables. Et peut-être, quelque part dans cette immensité, ou peut-être dans une branche de la réalité que tu ne peux pas voir, mais dont l'existence est une conséquence mathématique de la physique la plus précise jamais inventée. Par un primate bipède sur un grain de sable cosmique, peut-être quelque part, quelqu'un regarde dans ta direction en se posant la même question. Et si cette pensée ne te donne pas envie de tout savoir, de tout apprendre, de tout questionner, alors je ne sais pas ce qui le fera. Feynman le savait, lui, et c'est pour ça qu'il n'a jamais arrêté. Jamais. Jusqu'à la fin.